Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 17h30. Voici les titres de l'actualité. À la une, c'est un classique de l'été, le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Bison futé voie noire pour ce week-end sur les routes de France. Après 4 jours dévastateurs dans le Var, les sinistrés des incendies commencent à rejoindre leur domicile et lieux de vacances. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Focus ensuite sur un conflit peu médiatisé, direction la province d'Al Hoceima dans le nord du Maroc, une région qui cristallise des tensions depuis 8 mois. Ils étaient cadres, diplômés de grandes écoles et deviennent fromagers, pâtissiers ou encore ébénistes. Nos reporters ont rencontré ces actifs qui changent de vie. Et on vient de l'apprendre, une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessés à Hambourg en Allemagne dans un supermarché suite à l'attaque au couteau d'un homme qui aurait été maîtrisé par la police. C'est toutes les informations que nous possédons pour l'instant, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on vous le disait dans les titres, de gros embouteillages en perspective pour ce week-end, Fanny. Absolument, la journée est classée orange par bison futé et samedi devrait être encore plus compliqué sur les routes. On fait le point tout de suite avec Bastien Bory et Andrea Le Bourgeois. À gauche, le retour des juilletistes. À droite, le départ des haussiens. Ensemble, ils forment aujourd'hui plus de 500 km d'embouteillage sur la totalité du territoire français. Habituellement sur l'autoroute A7, dans les deux sens de circulation, nous avons 70 000 véhicules par jour qui circulent. Une journée comme aujourd'hui, on est à plus de 165 000 véhicules, c'est-à-dire plus du double du trafic habituel. Mieux vaut alors réduire sa consommation en faisant des pauses. Et sur les aires de repos, la fatigue ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Et là, j'ai fait 20 km après Lyon, là. Bouché de chez bouché. 1h30 de bouchon et ça m'a scié les jambes plus que les 500 km que j'ai fait, quoi. Ça fait partie des vacances aussi. Regardez, là, on s'est arrêté pour prendre un petit morceau et puis on fait des rencontres, c'est sympa aussi. Demain, ce sont 800 km d'embouteillage qui paralyseront le pays. Ça y est, le premier gros chassé-croisé des vacances est arrivé. La journée de demain, samedi, est classée exceptionnellement difficile et ce, dans tout l'Hexagone. Les superlatifs ne manquent donc pas pour qualifier les centaines de kilomètres de bouchons qui attendent les vacanciers. Tenez par exemple, juste derrière moi, vous apercevez l'embranchement de l'autoroute du Soleil. Et bien dans 1 heure à peine, les premiers bouchons se formeront. Alors prévoyez votre crème solaire et aussi un trajet de nuit, car Bison Futé vous déconseille de prendre la route demain entre 4 h du matin et 21 h. Et une circulation également compliquée dans les rues de la capitale. La municipalité profite de la période estivale pour lancer de vastes travaux de réaménagement. Les détails avec Tiffaine Pocolandel et Aurélie Payette. L'été, le soleil, les départs en vacances, à cette période de l'année, la circulation à Paris devrait être plus fluide. Mais c'est sans compter les multiples chantiers qui s'installent pendant la période estivale. Cette année, les pistes cyclables sont à l'honneur. Des travaux d'aménagement ont été entrepris de Nation en République, rue de Rivoli, rue Blanche dans le 9e arrondissement et avenue de la Grande Armée. À cela s'ajoutent de nombreux autres chantiers qui durent parfois depuis plusieurs années, comme Porte d'Asnières où la circulation est devenue infernale pour les usagers de la route. C'est le bordel. Oui, ça avance pas depuis qu'ils travaillent ici, on est bloqué, il fait chaud, ben voilà, vous voyez. J'y passe 3 fois par an, mais non, ça n'est pas fluide du tout. Non. Ça n'a jamais été fluide ou Très autant rarement. plus maintenant? Extrêmement rarement. Non. D'habitude, je continue le boulevard Pereire et pour ensuite rattraper la porte Maillot, mais bon, là j'ai bêtement suivi mon GPS, j'aurais peut-être pas dû. Paris, c'est devenu un cauchemar. Mais voilà, le but aussi d'Hidalgo de faire tout ça, c'est pour un but précis. Elle ne veut plus qu'il y ait de voitures dans Paris. Ils veulent mettre des choses intelligentes, mais ils sont pas assez intelligents pour le faire, donc c'est compliqué. Difficile donc de trouver la tranquillité pour les Parisiens. Il faut prendre son mal en patience, car la plupart des chantiers devraient être terminés d'ici 1 an et demi. Et l'autre titre de ce journal, Fanny, les incendies qui ravagent le sud-est et la Corse depuis 4 jours maintenant. La plupart de ces incendies sont maîtrisés depuis ce matin. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la préfecture du Var, à l'exception de la ville d'Artigues, où l'incendie est seulement stabilisé, c'est-à-dire que le feu n'évolue plus, mais qu'il existe des zones de reprise que les pompiers continuent de noyer. Il y a d'ailleurs toujours près de 500 soldats du feu à être mobilisés dans le Var. Aucune maison n'a pour l'instant été endommagée. Et puis à Bormes-les-Mimosas, les personnes évacuées commencent à regagner leur domicile et leur lieu de vacances. Le point avec Irina Fourni. Ces vacanciers peuvent enfin retourner dans leur location.
Un soulagement pour toute la famille. Mardi soir, elles avaient dû quitter les lieux en laissant tout sur place. On a toutes nos affaires, voilà, qui n'ont pas bougé, donc c'est le plus important. Surtout, on retrouve tout. C'est le cas d'Henri, habitant d'un village voisin, lui aussi est parti à la hâte. Dans le coin, il y a quand même 12 000 personnes qui ont été évacuées, qui ont laissé tout sur place. Moi, j'ai rien, je suis comme je suis là. J'ai dû acheter des brosses à dents, j'ai dû acheter des choses, médicaments par exemple. Pendant 2 jours, des milliers de personnes ont été hébergées dans les gymnases et salles des fêtes. Même si le confort était sommaire, lit de camp, serviettes et nourriture, les sinistrés ne manquaient de rien. Après 48 heures d'attente, le retour s'est fait progressivement dans les habitations et complexes touristiques. Les vacances commencent un peu mal, mais c'est pas grave. Peu à peu, la vie reprend son cours dans ce camping. J'ai l'impression que ça redémarre là où ça s'était arrêté avant, comme un film qu'on arrête et qu'on reprend. C'est assez étonnant. Même si beaucoup de touristes vont poursuivre leurs vacances au soleil, certains, choqués par l'ampleur des incendies, préfèrent écourter leur séjour. On préfère partir, on ne va pas rester, on ne sera pas rassuré si on reste. Ce camping enregistre déjà ses premières annulations. Un coup dur pour le tourisme en pleine haute saison. En politique, à présent, la journée d'hier a été marquée par une importante décision du gouvernement en matière industrielle. Et oui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a clarifié l'avenir des chantiers navals de Saint-Nazaire STX. L'État décide finalement de nationaliser temporairement l'entreprise qui était passée sous pavillon italien depuis avril. On retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial à Rome, Andrea Le Bourgeois. Andrea, comment cette décision est passée chez nos voisins italiens ? C'est grave et incompréhensible. Voici les mots de 2 ministres italiens. Depuis hier, vous l'aurez compris, ici en Italie, la nouvelle a été très mal accueillie. Des accords entre le gouvernement de Manuel Valls et le constructeur naval Fincantieri italien avaient été conclus. Alors ici, à Rome, on accuse Paris d'avoir changé les cartes. Mais alors, Andrea, pourquoi cette nationalisation temporaire ? Alors écoutez Fanny, la raison est simple. La France veut obtenir du groupe italien Fincantieri qu'il accepte de partager à 50-50 le capital de STX France. Éviter donc une mainmise sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Alors pourquoi cette entreprise en particulier ? Eh bien, outre les enjeux en termes de milliers d'emplois, STX France représente un intérêt stratégique pour le gouvernement. Les chantiers navals de Saint-Nazaire sont aujourd'hui les seuls capables de construire un successeur au porte-avions Charles de Gaulle. L'avenir de l'entreprise devrait s'éclaircir dans les heures à venir. Le droit de préemption dit nationalisation temporaire expire demain. Merci beaucoup Andrea pour ces précisions. Et maintenant, on fait un petit point sur l'économie avec vous Fanny. L'INSEE a publié aujourd'hui les résultats de la croissance du second trimestre et le PIB français affiche une progression de 0,5%, un chiffre qui apporte 3 bonnes nouvelles. D'abord, la progression de la consommation des ménages, le retour de l'investissement des entreprises et puis la hausse des exportations nettes. Alors la grande question maintenant, c'est va-t-on pouvoir poursuivre sur ce rythme et atteindre les 2% de croissance annuelle fixés par le gouvernement ? Eh bien, il est encore un peu tôt pour le dire. Et la ministre du Travail dans la tourmente, nos confrères du journal L'Humanité révèlent qu'elle a perçu 1 million d'euros et ce en moins de 24 heures, c'était en 2013. Elle était alors directrice des ressources humaines chez Danone. La ministre aurait profité d'un plan social au sein du groupe pour vendre ses stock options. Rien d'illégal a priori, mais cela soulève toutefois une question d'éthique. Elle s'est expliquée hier devant le Sénat. Je vous propose de l'écouter. Chacune peut avoir son appréciation sur le niveau de rémunération des dirigeants des grandes entreprises internationales. La seule chose que je veux dire ici, très fermement et avec force, c'est qu'il s'agit d'une rémunération décidée des années avant le plan de départ volontaire, qui est un plan de départ volontaire qui a concerné 200 salariés chez Danone. Si j'ai des choses à dire sur ce sujet, je le dirai à d'autres lieux et en d'autres temps, et j'en propose de rester aux faits. Et le fait, c'est que nous sommes ici pour fabriquer la loi. C'est notre responsabilité collective. Et à noter que cette affaire intervient au moment de l'examen du projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Et en justice maintenant, nouveau volet dans l'affaire Grégory. L'enquête pourrait basculer aujourd'hui.
Absolument. Depuis 14 heures, Muriel Boll est confrontée à son cousin. L'objectif de cette confrontation est bien déterminer si, oui ou non, elle aurait subi des violences morales et physiques de la part de sa famille qui l'auraient conduite à changer son témoignage. Marion Lawamène, vous êtes devant le palais de justice de Dijon avec Tiffaine Pocolandel. Comment s'annonce cette confrontation ? Eh bien, elle devrait durer plusieurs heures encore, cette confrontation, dans le bureau de la juge d'instruction, Claire Barbier. Alors, le cousin, un homme de 54 ans, très malade et seul face à sa cousine. Il est seul car il assiste à cette confrontation en tant que simple témoin. Muriel Boll, elle, est accompagnée de ses 2 avocats. Ces derniers, d'ailleurs, disent avoir des arguments solides pour faire vaciller la déposition de ce cousin. Marion, qu'attend la juge Claire Barbier de cette confrontation ? Eh bien, elle va tenter de déceler qui ment, qui dit la vérité. Et ça va être compliqué, car tout oppose leur version sur ce qu'il s'est passé ce soir du 5 novembre 1984, le soir où Muriel Boll est rentrée chez elle après avoir incriminé son beau-frère Bernard Laroche dans son témoignage aux gendarmes. Le cousin, lui, affirme qu'il était présent chez les Boll ce soir-là et il décrit que la jeune fille a reçu des gifles, a été insultée, lynchée par ses parents et sa sœur. Et ces violences, selon lui, auraient poussé Muriel Boll à se rétracter. Muriel Boll, elle, affirme que son cousin n'était pas présent cette fameuse soirée et qu'elle n'a subi aucune pression de sa famille. Muriel Boll restera donc à l'issue de cette confrontation en prison. Sa demande de remise en liberté conditionnelle ne sera examinée que le 4 août prochain. Merci beaucoup Marion, merci à Tiffaine qui vous accompagne et place à présent à la partie internationale de ce journal. 54 personnes ont été blessées ce vendredi matin, dont un Français lors d'un accident de train dans la gare de France à Barcelone. Le train régional a heurté la fin de la voie. Selon la compagnie nationale Renfe, il n'aurait pas freiné en entrant dans la station. Au Nigeria, Boko Haram a tendu mardi une embuscade à une équipe pétrolière dans le nord-est du pays. Plus de 50 personnes ont été tuées dans des circonstances troubles et le bilan ne cesse de s'aggraver. Le groupe terroriste avait prêté allégeance à Daesh et mène une insurrection sanglante depuis 2009. Et puis c'est un coup dur pour le président Donald Trump. Le Sénat américain a rejeté ce vendredi l'abrogation partielle de l'Obamacare, ce qui pourrait mettre fin aux efforts déployés depuis 7 ans maintenant par le Parti républicain pour supprimer cette réforme emblématique de la présidence de Barack Obama. Retour à présent sur un conflit peu médiatisé, Fanny. Oui, au nord du Maroc, la province d'Al Hoceima est en proie à de violentes manifestations depuis octobre 2016 à la suite de la mort d'un marchand de poissons. Souvenez-vous, il avait été tué accidentellement broyé par une benne à ordures. Les habitants réclament la modernisation de la région qu'ils jugent marginalisée. Ces dernières semaines, les tensions s'étaient apaisées, mais depuis quelques jours, les violences ont repris. C'est un reportage de notre correspondante sur place, Aurélie Payette. Jeudi dernier, dans la région du Rif, un énième affrontement entre forces de l'ordre et manifestants faisait des dizaines de blessés. Malgré l'interdiction des autorités, ils avaient maintenu leur appel à une marche pour réclamer la libération de leurs compagnons emprisonnés. Des rassemblements étouffés aux 4 coins de la ville par les autorités. Libérez Zevzafi. Les Rifins scandent le nom de leur leader emblématique, Nasser Zevzafi, emprisonné en mai dernier pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Parmi les nombreux incarcérés, beaucoup de journalistes. Le mouvement très peu relayé communique grâce aux réseaux sociaux, mais le manque de présence des médias complique le travail des associations des droits de l'homme. Alors que les associations dénoncent d'importantes entraves aux libertés et une présence démesurée des autorités, les Rifins renouent avec une histoire douloureuse. 1958, 84, 86, jusqu'en 2017, Zinzel, ils nous ont rien donné. Ils ont volé toute la richesse qu'on a ici. C'est la honte pour eux, c'est la honte pour nous. Le Rif, cette région historiquement frondeuse du Royaume du Maroc.
Dans les années 80, des soulèvements populaires avaient été violemment réprimés par le roi Hassan II. Aujourd'hui, la situation conflictuelle et l'absence des leaders de la première heure fait émerger parmi les habitants des organisations controversées liées à l'islamisme radical ou aux identitaires. Et c'est l'heure à présent de notre dossier société. Et oui, notre journaliste a rencontré des actifs au parcours professionnel atypique. Ils étaient cadres diplômés de grandes écoles et sont maintenant fromagers ou encore ébénistes. C'est l'œil du CFPJ avec Marie-Carline Chardonnay. Le CV de Pierre Vimon, diplômé d'école de commerce, ne le destinait vraiment pas à devenir artisan fromager. Oublié sans regret l'école de commerce payée 16 000 €. À 26 ans, il retourne à ses premiers amours, découverts lors d'un job d'été. Je suis tombé chez quelqu'un qui était un grand passionné, qui, comme moi aujourd'hui, avait changé complètement de voie pour faire ça. Je suis retourné à l'école, mais je me suis dit, si dans 10 ans, j'ai plus envie de travailler en marketing derrière un bureau, peut-être que je ferai ça en fait. J'ouvrirai une fromagerie et je retrouverai ce plaisir-là. Et il ne s'est pas passé 10 ans, il s'est passé une année. Une année seulement, comme chef de projet dans le web marketing, avant de démissionner. Des jeunes diplômés comme lui qui changent radicalement de voie pour tenter un métier manuel, un phénomène de plus en plus répandu selon le journaliste Jean-Laurent Casselli. Une sorte d'avant-garde qui peut entraîner dans son sillage plus de gens en fait, une population plus massive qui va suivre un peu cette espèce de modèle quoi, de voie alternative. Comme chaque parcours est différent, il est difficile de quantifier le nombre de reconversions. Seule certitude, il s'agirait d'une réaction face au déclassement social. C'est pas juste un phénomène égoïste, il y a aussi quelque chose d'altruiste dans cette volonté d'avoir un impact et de changer les choses. Réenchanter sa vie professionnelle et personnelle, c'est le pari que s'est lancé Peggy. Cet entrepreneur ébéniste, ancien ingénieur automobile, a tout quitté il y a 1 an. J'étais chargé de projet dans une entreprise de l'automobile. J'étais un peu en bout de course, un bout de carrière. Je fais des meubles sur mesure pour les particuliers. Et oui, je m'épanouis dans ce métier parce qu'il y a beaucoup de création. Aujourd'hui, après 1 an d'activité à Montreuil, le bilan est positif. Et même si Peggy est moins bien payé qu'avant, les commandes sont au rendez-vous. À 17 h, il quitte l'atelier et retrouve sa famille. Et la page sport maintenant, Fanny. Hier soir, Marseille et Bordeaux jouaient en Coupe d'Europe de football et au même moment, les mondiaux de natation ont lieu à Budapest. C'est la Minute Sport avec Solène Riou. 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa hier soir et l'Olympique de Marseille a fait la différence face aux Belges d'Ostende. Victoire 4-2 avec un triplé du nouvel attaquant Valère Germain. L'ancien monégasque a ouvert le score dès la 2e minute de jeu. L'OM devra confirmer la semaine prochaine lors du match retour en Belgique pour continuer sa route vers la Ligue Europa. De son côté, Bordeaux a assuré l'essentiel. Une victoire 2-1 face aux Hongrois de Vidéoton. Tout s'est joué en première mi-temps. Sankaré s'est offert un doublé à la 17e, puis à la 33e minute. Rien n'est acquis cependant pour les Girondins qui devront se montrer solides au retour pour conserver leur avantage. En natation, la France a enfin décroché sa première médaille des mondiaux et c'est grâce à Mehdi Metella qui termine 3e du 100 mètres nage libre en 47 secondes 89 centièmes derrière un duo américain intouchable. Ce matin, le nageur du CN Marseille a parfaitement géré la bascule avec le 100 mètres papillon. Il s'est qualifié sans problème pour les demi-finales avec le 7e temps des séries. Et en ce 5e jour de compétition, l'équipe de France semble avoir trouvé sa dynamique. La jeune Beryl Castaldello a établi ce matin un nouveau record de France du 50 mètres papillon en 25 secondes 79 centièmes. Elle se qualifie pour les demi-finales aux côtés de l'Amiénoise Mélanie Hennick. Et c'est maintenant l'heure de notre chronique culture. Léa Bons, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Mercredi soir, c'est terminé le Festival d'Avignon et c'est un peu un bilan en demi-teinte. Et oui, vous l'avez dit, c'est un bilan mitigé, moins de spectateurs. Cette année, la faute à une programmation riche en découvertes, mais moins en valeurs sûres. Eh bien, il y a quand même un spectacle qui est sorti du lot, c'est celui de Zabou Bretman. Alors,
retenez votre souffle parce que c'est assez difficile à dire, ça se dit en un seul mot, logique imperturbable du fou. C'est sur les hôpitaux psychiatriques, sur la folie, un peu d'absurde, un peu d'humour et tout ça dans une atmosphère inquiétante. En tout cas, c'est déjà programmé pour l'année prochaine. Je vous propose de voir un extrait. Je peux m'approcher de vous? À partir du moment où il existe des asiles et des prisons, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dedans. Si c'est pas vous, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et on reste sur ces sonorités un peu latines en écoutant ce morceau que vous connaissez sûrement. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Il s'agit bien sûr de Despacito des Portoricains, Luis Fonsi et Daddy Yankee. Eh bien, c'est la chanson la plus streamée de tous les temps. Une petite idée peut-être du nombre d'écoutes, les filles? Aucune idée. Eh bien, techniquement, la moitié de la planète a écouté ce morceau. Le clip a atteint les 4,5 milliards de vues. C'est assez énorme et les raisons sont un peu inexplicables. Mais des fois, comme le dit le chanteur, Luis Fonsi, il suffit un peu de musique, de chansons simples, familières et sensuelles. Et on reste en musique, Léa, je crois. Vous avez une nouvelle qui va ravir tous les adolescents, tous ceux qui étaient adolescents dans les années 90. Et oui, souvenez-vous, si vous êtes né à cette époque, vous avez sûrement entendu ce refrain. Et oui, le groupe Mano est de retour pour une tournée anniversaire en 2018 pour fêter les 20 ans de la sortie de leur album Panic Celtic, album qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Le groupe avait même reçu une victoire de la musique à l'époque. On n'en sait pas beaucoup plus sur cette tournée, mais on peut être sûr que le loup, le renard et la belette seront de la partie. Voilà une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Léa. Et vous le savez, comme chaque jour, on vous invite à découvrir une activité en la testant pour vous. Et aujourd'hui, nos journalistes ont testé une formation, Fanny. Et c'est une formation pas tout à fait comme les autres, je vous en dis pas plus. C'est une surprise, découvrez ça en images. Salut à tous, alors aujourd'hui un J'ai testé pour vous un petit peu particulier puisque j'ai tout simplement décidé de changer de vie. Je me suis inscrit à un organisme de formation un petit peu particulier puisqu'il forme un fort beau métier, un métier d'avenir, puisqu'il s'agit du métier de journaliste. Allez, c'est parti. Alors on est donc au CFPJ, rue du Louvre à Paris, c'est l'une des plus anciennes écoles de journalisme en France, elle fait partie des 13 écoles reconnues. C'est une école qui a énormément de moyens et qui forme à tous les métiers du journalisme, une école extrêmement prospère puisque la légende raconte qu'on aurait retrouvé du pétrole dans les sous-sols. Alors là, il est 10 h du matin, c'est le début des cours, je suis un petit peu tout excité parce que je vais rencontrer ma nouvelle promo, mes nouveaux petits camarades, donc j'espère qu'ils sont sympas, je sais pas, on va voir, on va aller les voir. Salut, moi c'est Félix. Ouais, donc. Alors ici, tous les élèves viennent de rédactions différentes, mais quand ils sont au CFPJ, ils forment un tout, la rédaction du CFPJ, qui se doit de fournir à 17 h 30 tous les jours un vrai journal télévisé. Donc on a tous les rôles, le chef d'édition, les présentatrices, et moi je vais vous présenter le rôle le plus important du journal, c'est le rôle de Jawad, le rôle de rédacteur en chef. On n'a pas trop le temps là, si tu peux nous prendre une caméra et faire quelques plans, parce qu'on a un JT à boucler. Vas-y, file. Une première mission. C'est vraiment le dernier modèle, tu vois. Hein, donc prends ça. Ouais. Il faut un chargeur aussi. Ouais. Attends, je te mets les câbles ici comme ça. Ok, là. ouais, c'est plus simple. Ouais, nickel. Ok, ça roule. Ok. Merci mec. Ah, bon tournage. Bon, le reportage, je crois que c'est pas vraiment pour moi, j'ai pas vraiment la vocation, je suis plus un homme de plateau, un homme d'image. Donc ce que je vais faire, on va rentrer sur le plateau du CFPJ, là où les apprentis journalistes font leur JT. Bah, je vais m'essayer à la caméra tout simplement. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, je vais vous couper vite fait. Ça a été vu avec Thierry Gilbert, il n'y a pas de souci. Je vais juste tester un petit peu la présentation. Pardon, est-ce que tu peux te pousser s'il te plaît? Décale-toi un petit peu. Voilà, merci, c'est gentil. Donc c'est où faut que je regarde la caméra? Là-bas. D'accord, donne-moi ça.
Voilà, bien la journée touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Le CFPJ, c'est une école qui est accessible sur concours. Il faut auparavant que vous ayez trouvé une rédaction qui accepte de vous accueillir pendant 2 ans. Et à la fin de cette formation en alternance, vous obtiendrez un diplôme de niveau Master 2. Ce J'ai testé pour vous est terminé. J'espère que ça vous a donné envie d'intégrer le prestigieux CFPJ. Quant à moi, je vous quitte. À la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal réalisé par les équipes de Jawad Aïtamer et Guillaume Pédessac. C'est la fin de ce JT, mais c'est également la fin de 2 années de collaboration étroite. Merci aux équipes d'édition, aux techniciens, aux ingénieurs son, mais surtout aux journalistes pour leurs investissements et leur soutien. Et un merci tout particulier à Daniel Maillot. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous quittons sur ces images. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Tiffaine. Bonjour Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Bienvenue dans cette nouvelle édition. S'il est 17h30. Sans plus attendre, voici les titres de l'actualité. Waouh, c'est le futur ici. On est tellement concentrés en fait, ça détend vachement. Je devins cerise. Derrière moi, vous apercevez Putain! Mais il nous faut un truc là. Triste période pour nos animaux, les bêtes, Les agriculteurs et les industriels. Eh bien, elle devrait durer encore. Eh bien, Au soleil également sur la côte occidentale grecque avec... Petit... Ces mots forts, petit... Alors... Et des milliers de visiteurs. Mais des éclaircies qui vont persister sur la pointe du Finistère. Ah, ça me rend la tête. Voilà qui est fait. Moi, Sébastien, et ensemble, on va remplir. Notamment parce que Muriel Robin est... Merci Andrea pour cette parenthèse musicale. Action Haïti, à présent, c'est la fin de la crise. Laver. Sécher. Peu enclin. C'est ça, je suis désolée. J'ai fait une dernière fois et j'arrive. Dit 24 juillet, nous fêtons la Saint-Jacques. Putain, au confirmé. Mais tout d'abord, les règles. C'est pas vrai. Merde. Construire un successeur, non. Ah non. Effectivement, de formation, dernier jour de la semaine.